cet amphithéâtre Sirius. Bienvenue au Salon e-commerce 2013, la 10e édition. Cet amphithéâtre est une nouveauté dans le salon, en ce sens où nous allons accueillir beaucoup plus de sessions spéciales et de keynotes. Ces keynotes sont ces conférences stratégiques. Nous sommes ici pour la première d'entre elles, une session spéciale avec le SNCD. Avant de vous le présenter, je me présente moi-même, je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste. Je suis avec vous donc pour cette heure de présentation du SNCD, le Syndicat national de la communication directe. Un petit temps est organisé en fin d'intervention pour quelques questions, bien sûr. Nous sommes avec Bruno Florence et Nathalie Patra pour cette heure. Et je vous laisse la parole tout de suite, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous allez nous présenter, entre autres, c'est le cœur de votre intervention, les résultats d'une étude sur les comportements des consommateurs quand ils reçoivent des emails commerciaux. Tout à fait, le comportement des internautes. Écoutez, bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour vous présenter un travail qu'on réalise depuis plus de 7 ans chaque année. Donc, je m'appelle Bruno Florent, je suis consultant indépendant en email marketing et spécialisé en CRM. Nathalie? Moi, je suis directrice du marketing et du data mining chez Bisnode, donc partenaire CRM des annonceurs. Voilà, parlez bien près du micro pour bien vous faire entendre. Très bien. Donc le travail qu'on va vous présenter est un travail qui est fait dans le cadre d'un syndicat qui s'appelle le Syndicat national de la communication directe, plus connu sous le nom de SNCD. C'est un syndicat donc, de professionnels, prestataires, qui regroupe environ 145 membres, dont les métiers sont très variés. Ils touchent principalement la data, l'email, le courrier papier, le CRM, le ICRM, avec un objectif qui est un objectif assez classique pour un syndicat, c'est de promouvoir nos métiers du marketing direct, c'est le mot-clé dans notre activité, de les défendre, de travailler dans un cadre déontologique que l'on définit et que l'on souhaite faire respecter et qui évolue régulièrement avec les technologies, et de travailler aussi la protection de la vie privée et des consommateurs et des utilisateurs, notamment d'Internet, thème que l'on abordera légèrement dans l'étude. Donc, pour introduire cette étude, bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que l'email est devenu un moyen de communication traditionnel, finalement, puisque c'est entré dans les mœurs depuis très très longtemps, et c'est finalement aussi un moyen de communication assez ancien. Si on remonte assez loin dans le passé. Les internautes sont devenus exigeants, ça non plus je ne vous l'apprends pas. Ils ne sont plus spectateurs mais acteurs de leurs relations avec les marques. Ils sont prêts à accepter les communications, ils les demandent, ils les plébiscitent, mais sous réserve de mesures et de pertinence. Vous verrez un peu plus loin dans le déroulé de la présentation comment ça se manifeste. A l'inverse, lorsque leur relation est satisfaisante avec la marque, ils n'hésitent plus à partager un message intéressant sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qui était émergente l'année dernière et qui continue de se développer. Donc oui, aux relations pertinentes avec les internautes, puisqu'ils n'hésitent plus à partager cette information. Donc on le verra tout au long de cette étude, les marques sont légitimes à communiquer via email avec leurs consommateurs, avec leurs clients, avec leurs prospects ou sur leur site. Et on voit aussi bien sûr que les réseaux sociaux, les applis mobiles et les autres moyens plus récents de communication sont en très forte progression. Ils vont rattraper, c'est sûr, mais étant plus récents, ils sont encore plus faibles dans les résultats. Voilà. On verra aussi un résultat relativement intéressant, c'est le phénomène du Web to Store qui va poser des questionnements et des difficultés aux annonceurs pour suivre ce qui se passe, puisqu'on voit que cette tendance continue de progresser, à savoir, suite à un email commercial, on n'hésite plus à aller acheter en magasin. Donc il va être très challengeant de pouvoir suivre le parcours de vos clients internautes quand ils vont transformer l'acte d'achat en magasin. Donc un petit rappel méthodologique de l'étude. Donc c'est un questionnaire qui a été administré en ligne fin juin, début juillet sur les inscrits au programme Butineo, une base de jeu administrée par Bisnode. Donc nous avons récupéré un échantillon de 1181 répondants qui a été redressé selon la méthode des quotas de façon à avoir une population représentative des internautes français. Donc les critères de redressement ont été classiquement l'âge, le sexe et la CSP. Voilà, donc comme le disait Bruno au début, cette étude est menée chaque année par un certain nombre de partenaires du SNCD, donc, que sont le SNCD, donc Social Mix Media, Axiom, Bisnode et Omnicom Media Group. Donc voilà, chaque année, cette étude est renouvelée. Cette année, c'est Bisnode qui a eu l'honneur de participer à cette étude.
Alors tout d'abord, un panorama rapide du profil des internautes, sachant qu'aujourd'hui, le profil des internautes devient très proche du profil de la population française, puisque de plus en plus de gens sont connectés, 75% des foyers. Je ne vous sors pas toutes les statistiques, mais Internet est présent dans quasiment tous les foyers français. Donc une répartition un peu plus d'hommes que de femmes, une répartition sur les âges qui suit celle de la population. Pareil en termes d'activité. Et on a laissé aussi quelques informations sur la situation familiale, puisqu'on va le voir plus tard, ça a certaines répercussions sur les comportements Internet. Et le fait qu'on soit seul avec enfant, qu'on soit chez ses parents ou seul sans enfants, etc., peut avoir une influence sur le comportement et l'usage qu'on peut avoir d'Internet. Je vais passer la parole à Bruno, qui va vous décrire les usages d'Internet tels qu'ils ont été mesurés en 2013. Donc, on s'est focalisé ça sur la façon dont maintenant, et par rapport aux autres années, quelles étaient les évolutions de l'usage d'Internet et bien sûr de l'usage de l'email. Donc, premier constat que l'on a et qui est en croissance chaque année, c'est que l'usage est désormais quotidien d'Internet. On a 95,4% des internautes qui se connectent tous les jours, en progression de 2 points par rapport à l'année dernière. Donc on verra que l'internaute par rapport à l'email peut relever à quasiment tous les moments de la journée son email, avec des devices, avec des périphériques, on vous le détaillera, qui seront différents. Mais c'est vraiment le moyen avec lequel les internautes restent en constant contact, quasiment pour tous les internautes, avec leurs proches, avec les marques, etc. En termes de connexion Internet, on est sur une connexion globalement ADSL. Très peu, la partie fibre a légèrement augmenté d'1 point. On n'a pas une explosion de la connexion fibre dans ce contexte français qui est encore à accroître, notamment sur les très hauts débits. Alors sur l'utilisation des supports, je vous l'ai dit, on a quand même sur ce slide une très forte augmentation des supports tablettes et des supports mobiles, 38,4% sur mobile avec une progression par l'année dernière de 6 points, ce qui est important. Et sur tablette, une plus forte progression qui est de 22%, une augmentation de 11 points. Il n'empêche que dans ce contexte, le PC, ou l'ordinateur portable PC ou Mac, reste à 97% le moyen de consultation privilégié. Donc on est dans un contexte où les internautes ont plusieurs appareils, ont à hauteur de 50% au moins 2 supports de consultation. Un portable, un PC fixe, et puis un device mobile, entre guillemets mobile, on entend smartphone et tablette. Et donc l'enjeu va être pour les marques d'aller toucher sur ces deux, notamment d'adapter éventuellement les messages ou de comprendre quel est le rôle de la consultation sur PC, la consultation sur mobile et sur tablette, ce qu'on vous détaillera un petit peu plus loin. Chaque année, on est amené à demander aux internautes leur niveau d'expertise de façon déclarative entre 1 et 7. Donc cette année, ce qu'on a constaté, c'est que le niveau d'expertise était légèrement en augmentation, notamment du côté des experts. Bon, il faut savoir que chaque année, actuellement, on gagne environ 2 millions d'internautes. Si on prend les sources Médiamétrie, on est environ de 40 millions d'internautes. Donc on n'est plus dans des croissances de 5, 10 ou même 15% comme on a eu d'internautes. On est quand même quelque chose qui évolue régulièrement. On vous a mis sur ce slide la surreprésentation de certains profils qui se déclarent débutants. Débutants, c'est 55 ans et plus, CSP- en couple avec enfants. Et du côté des experts, on est sur les CSP plus étudiants chez leurs parents et moins de 35 ans. Globalement, 20% des internautes qu'on a interrogés se disent très experts. Ça, c'est quelque chose qui va certainement augmenter. Mais ce qu'on constate, c'est que par rapport à l'email marketing, les internautes sont quand même une grande maturité. On n'est plus dans un contexte comme il y a 5 ou 7 ans où les internautes découvraient le spam, la façon de se désabonner, etc. On est dans quelque chose qui tente à se stabiliser dans les pratiques, ce qui est plutôt rassurant, ce qui nous permet, nous, enfin, quand on est annonceur, de bien se caler avec les pratiques qu'on va vous décrire vis-à-vis des internautes.
Nombre d'adresses email, en moyenne, un internaute possède 2,3 adresses, entre 2,3 et 2,5 adresses email en moyenne. Les débutants, en général, une adresse email, qui est en général celle de leur FAI. Les experts en ont un peu plus. Donc 63,7% des internautes que l'on a interrogés ont plus d'une adresse email et 15% ont plus de 4 adresses email. Sur cette répartition des adresses email, on a fait un focus pour comprendre s'il y avait une adresse email privilégiée. On a souvent cette idée que l'internaute et l'email est jetable. Il n'empêche que pour nous, l'email est encore l'identité numérique, aussi avec le numéro de téléphone mobile, que l'internaute va regarder tout au long de sa vie. On a tous une adresse qu'on a gardée pour nos relations personnelles, etc. Dans le cadre de l'étude, on a 75% des possesseurs d'adresses, des multipossesseurs d'adresses, qui en ont une qu'ils ont privilégiée. Et on va voir l'ancienneté de cette adresse. Cette adresse, elle est consultée au moins une fois par jour. Donc on est vraiment dans ce moyen de contact privilégié vis-à-vis de la communication commerciale qui est offerte par l'email. Usage de cette adresse principale, correspondance personnelle à 66% et l'achat à 42%. Donc on est dans un contexte plutôt de fidélisation. 42%, ça veut dire que quand vous avez une base de clients dans votre site e-commerce, vous avez grosso modo à peu près 40-50% d'adresses qui vont être des adresses principales que l'internaute aura données lors de son achat et 50% qui vont être des adresses secondaires dont on constate qu'elles sont plus utilisées dans un contexte de prospection, avec une durée de vie qui est un peu moins une ancienneté qui est un peu moins importante. Sur cette question de la pérennité des adresses, notamment des adresses principales, 63% des adresses principales ont plus de 5 ans d'ancienneté. Donc on est bien dans quelque chose qui est durable, que l'on garde assez longtemps. L'ancienneté de cette adresse principale est corrélée, on ne l'a pas marqué sur le slide, elle est dans l'étude détaillée, elle est corrélée à l'ancienneté, à l'âge de l'internaute et aussi à son CSP. Plus on est vers des CSP élevés, en général c'est corrélé aussi avec l'âge de l'internaute, plus on va avoir des durées de création, des durées d'ancienneté de l'adresse principale qui vont être importantes. À l'opposé, les étudiants et les jeunes ont plutôt des adresses qui ont été créées récemment, des adresses principales qui sont plutôt jeunes. Autre problématique que l'on traite régulièrement, c'est la problématique liée à la visualisation, l'affichage des visuels. Chaque année, on constate, et là on l'a constaté cette année, que 42% des internautes qui affichent leur email sur PC, qui restent encore le device de constitution de lecture des emails principales, ont souvent ou toujours des problèmes d'affichage des visuels. C'est pour ça qu'on a toujours cette recommandation de réaliser des emails dont on sait qu'ils seront compréhensibles sans l'affichage des visuels sur l'appel au clic et le message principal. Particularité, on a 30% des internautes qui ne rencontrent aucun problème d'affichage des visuels sur tablette. C'est dû à la domination, certainement, on pense, d'iPad, sachant que dans le contexte de l'iPad, les visuels sont systématiquement affichés. À l'inverse, 13% rencontrent le plus toujours des problèmes d'affichage sur smartphone. Donc l'affichage sur smartphone des emails pose problème. On a des techniques qui sont naissantes, qui commencent à être relativement diffusées, ce qu'on appelle d'email responsive, sur lesquelles il faudra certainement à terme passer pour le contexte de visualisation d'emails sur smartphone. Sur cette partie, on s'est focusé, on a bien regardé en détail comment était utilisé l'email, pour quelle occasion. Est-ce qu'on était sur un canal de l'email utilisé pour envoyer des photos, pour échanger des souvenirs, etc. Donc l'email est plutôt réservé sur un usage d'organisation d'événements, anniversaires, etc., ou souhaiter des vœux. Et pour les hommes, on a une surreprésentation pour ceux qui partagent, pour partager des souvenirs. Le papier classique reste lié aux événements importants, il est encore utilisé.
des événements importants plutôt de la vie, mariage, naissance, etc. Twitter, dans le cadre de l'étude, on a posé une question sur Twitter, est quasiment inexistant dans cette utilisation. Et on a retrouvé que le téléphone, qui est quand même un canal de communication directe important, était le plus présent chez les 15-34 ans. Et Facebook, d'autre part, était relativement présent, plus présent, était surreprésenté dans l'usage chez les femmes. Voilà pour le comportement, l'évolution de l'usage de ce canal. Je vais passer la parole à Nathalie pour évoquer les usages en mobilité. Est-ce que tu veux le dire? Il faut appuyer sur le bouton. Donc on a vu que l'usage d'Internet en mobilité avait explosé. Donc même si l'ordinateur reste à 97% le premier support consulté pour se connecter à Internet, 60% des internautes nous ont dit qu'ils se connectaient aussi via des supports mobiles. Donc on va regarder un peu plus en détail cette consultation en mobilité, pourquoi faire, comment, quand, etc. Donc tout d'abord, explosion des supports mobiles aidants, l'Internet est connecté du jour au matin, enfin du soir au matin, du matin au soir, c'est devenu une sorte de fil rouge au cours de la journée. Donc ça commence avec le matin avec le café, c'est plutôt le smartphone. On est sur, alors on a posé la question aux internautes, on leur a demandé quel était le support qu'ils privilégiaient en fonction des moments de la journée et en fonction des résultats. On a fait un petit palmarès et voilà, donc le smartphone arrive en premier sur la consultation du matin avec le café. Ensuite on est sur des zones d'activité, donc études, travail, ou on est à la maison, mais en tout cas c'est l'ordinateur qui prend le pas, on est installé à son bureau. À la pause déjeuner, la mobilité reprend le pas, et là c'est le smartphone qui revient pour la consultation. Je dis bien que c'est un palmarès, donc bien évidemment le smartphone n'est pas éteint entre 9h et 12h, enfin je ne crois pas en tout cas. Ensuite, retour au boulot, retour en cours, on reprend l'ordinateur. Ensuite, le soir à la maison, petite nuance par rapport à la matinée, on est plus tranquille, on a plus de place dans le salon, donc là ça va être la tablette qui va prendre le pas sur le smartphone. Et éventuellement aussi les télés connectées, les consoles, etc. Alors, elles ne sont pas représentées ici parce que les taux sont encore faibles, ça progresse. Mais voilà, le soir, on est plutôt dans le salon, donc ça va être la tablette qui va être privilégiée. Donc une journée 100% connectée. Ensuite, on a demandé aux internautes à quelle fréquence ils se connectaient avec leur support mobile. Et on leur a demandé, un des items était plusieurs fois par jour. Et là, ce qui ressort, c'est que le smartphone est plus souvent consulté plusieurs fois par jour que la tablette. Mais si on se rappelle de la planche juste avant, on voit bien que la tablette est finalement consultée une fois et plutôt le soir. Donc c'est assez logique finalement que le smartphone soit consulté plus souvent dans la journée. Mais on est quand même sur des taux assez forts, puisque 67% des internautes nous disent « je me connecte sur mon smartphone plusieurs fois par jour », et 50% disent « je me connecte sur ma tablette plusieurs fois par jour également ». Mais ils ne font pas la même chose avec leur support mobile. Là, c'est pareil, on leur a demandé « qu'est-ce que vous faites avec ces supports mobiles ?» Donc, il y avait des possibilités de consulter ces emails, de les consulter, de les classer, d'aller sur des sites, d'acheter, de faire autre chose, de gérer sa correspondance personnelle, etc. Donc là encore, le même principe, des palmarès. Et ce qui remonte, c'est qu'avec le smartphone, vous l'avez vu, c'est le matin au café, on check ses mails, on regarde, éventuellement on les classe, mais ça sert beaucoup à la consultation de la messagerie. Pour la tablette, en revanche, on va être plus dans une dynamique de j'ai reçu un email, je clique, je vais sur le site, je me balade et éventuellement je transforme. Puisque 9,7%, donc près de 10% des internautes ont répondu que suite à un email commercial, par exemple, ils pouvaient aller, avec leur tablette en tout cas, acheter sur le site. Ils le font aussi avec le smartphone, mais c'est simplement pas arrivé en tête du classement. Pas encore en tout cas. Donc à suivre pour les années suivantes. Donc, puisque les internautes achètent en ligne, ça c'est pas nouveau, on va regarder un peu plus en détail quand même quel est leur comportement d'achat. Donc tout d'abord, pas de grande surprise, l'achat sur Internet est conditionné par un certain nombre de critères. Le premier étant des critères sociodémographiques. On voit bien que si on a de l'achat sur Internet, eh bien, on est beaucoup plus sur des cibles un peu jeunes, CSP+, avec du pouvoir d'achat pour pouvoir transformer et acheter sur Internet. En revanche, ceux qui n'achètent pas sont plutôt jeunes, étudiants chez leurs parents, donc ils n'achètent pas encore. Ensuite, sans grande surprise non plus, le niveau d'expertise vis-à-vis d'Internet va être plus facilement déclencheur
d'achat quand on est expert que quand on est débutant. Voilà, donc 87% des experts déclarent acheter sur Internet et 37% des débutants, à l'inverse, déclarent ne pas acheter sur Internet encore. Puisqu'on le voit, hein, le niveau d'expertise évolue chaque année. Donc petit à petit, en fait, on a un vivier de gens qui n'ont pas encore acheté sur Internet. Mais rappelez-vous, dans cette salle, il y a des gens pour qui le premier achat sur Internet a été quelque chose d'un peu douloureux. Il a fallu donner sa carte bleue, son numéro, on était un peu inquiet, on a attendu, on se souvient du premier achat. Mettez-vous dans la situation actuelle de quelqu'un d'un peu plus jeune. Son premier achat sur Internet sera probablement son premier achat tout court. Donc on n'est plus du tout dans la même dynamique. Un autre phénomène qui apparaît aussi, c'est le manque de temps. Là, il n'y a plus de distinction d'âge ou de CSP. Si on est seul avec ses enfants, l'achat sur Internet est quasiment une nécessité et presque un moyen de survie, puisqu'on peut faire ses courses, on peut se faire livrer, c'est beaucoup plus facile et on peut avoir un peu de temps à gérer avec les enfants. Ensuite, une question intéressante pour les annonceurs, c'est est-ce qu'un email commercial peut déclencher l'achat sur Internet? Alors, on voit dans 50%, à peu près un peu plus de 50% des cas, les internautes disent non. Mais si, encore une fois, vous vous rappelez de ce que je viens de dire sur la planche précédente, ils ne le font pas encore, puisque beaucoup vont être débutants, trop jeunes, pas encore le pouvoir d'achat nécessaire. Donc là, sans doute un gros vivier de prospection de gens qui vont finir par acheter sur Internet, puisque je pense qu'à terme, tout le monde le fera. Voilà. Alors là, bon, la question était un peu orientée email commercial. Néanmoins, ça veut dire aussi que beaucoup d'internautes achètent suite à un email commercial qu'ils ont reçu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les annonceurs. Après, ce qui va devenir un peu compliqué pour les annonceurs, c'est de suivre ce qui se passe et de suivre la transformation. Puisque dans une écrasante majorité des cas, les internautes reçoivent un email commercial et transforment en ligne. C'est super, on peut les suivre. 20% disent transformer en magasin. C'est une progression depuis l'année dernière et depuis l'année d'avant encore. Donc c'est vraiment une tendance émergente. On reçoit un email commercial, on transforme en magasin. Et là, il y a un vrai challenge à régler pour les annonceurs. Comment je fais pour suivre ce client qui est complètement multicanal, qui reçoit un email, qui transforme en magasin, qui va peut-être ensuite en parler sur Facebook? Qui est-il? Où est-il? Comment s'appelle-t-il? C'est vraiment des questions qu'il va falloir se poser. Puisque, en plus, comme le disait Bruno tout à l'heure, les internautes ont plusieurs adresses e-mail. En général, ils n'ont qu'une adresse postale, plusieurs adresses e-mail. Ils vont être inscrits pour gérer leurs achats avec leur adresse principale. En revanche, les messages commerciaux de prospection vont être sur l'adresse secondaire. Donc, vous allez avoir un individu qui se balade un peu partout dans vos bases. Ce sera le même. Et le défi pour vous, ça va être de le savoir. Et il y a encore un certain nombre d'internautes qui préfèrent transformer l'achat par correspondance en voyant le coupon, par exemple, qu'ils ont avec le catalogue. Donc voilà, un phénomène à suivre, le Web to Store, qui est une tendance vraiment qui grandit. Alors ensuite, une question qui vous intéresse aussi beaucoup, c'est les internautes et les marques, et la relation que les internautes nouent avec les marques. Nous, aidez-nous d'ailleurs, on le verra. Donc tout d'abord, quand on pose la question à l'internaute, qu'est-ce qui, chez vous, motive le fait de vous abonner à une newsletter d'une marque? La première raison, qui est la même depuis plusieurs années, c'est j'ai envie de recevoir des offres promotionnelles. La deuxième raison qui apparaît, c'est par curiosité, je ne connais pas cette marque, j'ai envie d'en savoir plus. Viennent ensuite les infos sur les nouveautés ou l'actualité de la marque. Donc la curiosité reste malgré tout un bon moteur d'abonnement à une newsletter, juste derrière la réception d'offres promotionnelles. Ensuite, les éléments qui vont déclencher l'ouverture d'un email commercial. Puisque on est tous bien au fait dans la salle, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'envoyer un email pour qu'il soit lu, et encore moins pour qu'il soit transformé derrière. Donc, sans grande surprise là encore, mais c'est les raisons principales qui vont déclencher l'ouverture, ce sont l'expéditeur. S'il est connu, reconnu, la marque on la connaît, on ouvre. Si l'objet est intéressant, bien orthographié, pas de caractères bizarres, etc., on va l'ouvrir aussi. En revanche, en bas de classement, qui sont des éléments moins déclencheurs de l'ouverture, c'est j'identifie que c'est un jeu concours, bon, est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Sachant qu'en plus, il va sans doute arriver sur ma boîte secondaire, qui n'est pas forcément la boîte que je consulte le plus souvent dans la journée. Et puis la partie haute du message, c'est pas très joli, ça m'intéresse pas, ou c'est une offre promotionnelle d'une marque dont je ne suis pas client. Donc on ne va pas forcément l'ouvrir plus spontanément qu'on va ouvrir un email dont on connaît bien l'expéditeur. Donc il est important de nouer une relation durable et de qualité avec les internautes.
il faut rapidement entretenir et nourrir cette relation. Alors, un phénomène intéressant, puisque c'est quelque chose qui croît énormément, puisque ça a doublé depuis l'année dernière, et ça avait encore doublé l'année précédente, c'est le partage d'infos intéressantes sur les réseaux sociaux. On a demandé aux internautes, si vous recevez un message intéressant de la part d'une marque, qu'est-ce que vous faites? Ils avaient 3 possibilités, le conserver, le partager sur les réseaux sociaux ou le transférer par email. Et une des questions, enfin une des réponses qui augmente le plus, c'est partager sur les réseaux sociaux. Donc si un bon plan leur arrive par email, ils en font part à leur communauté. Donc ça, ça a doublé, ça a quadruplé en 2 ans. Hein. Donc c'est vraiment une tendance forte. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages intéressants à vos internautes, ils le feront savoir. À l'inverse, les internautes sont demandeurs d'informations, sont prêts à s'abonner, mais ils sont aussi prompts à se désabonner. C'est-à-dire que dès que la relation est un peu abîmée, en danger, il l'arrête immédiatement, c'est assez net. Et quelles sont les raisons de ce désabonnement? Donc les 2 raisons qui arrivent en premier, assez loin devant les autres, c'est « je reçois trop d'emails de la marque et les messages ne sont pas adaptés à mes attentes ». Donc vous le savez déjà, c'est impossible d'ouvrir une newsletter justement sans entendre parler de connaissances clients, de relations clients, etc. C'est vrai, les internautes attendent des messages adaptés à la bonne fréquence. Et si vous avez en plus le fait que vos clients ont plusieurs adresses email, le choix du canal va devenir quelque chose aussi un autre défi à relever. Mais en tout cas, voilà, les internautes sont prêts à engager la relation dès lors qu'elle est pertinente et pas trop fréquente. Pour compléter ce que tu dis, Nathalie, ça veut dire qu'actuellement, l'enjeu sur l'emailing commercial, c'est effectivement la personnalisation simple, éventuellement beaucoup plus fine et avancée, ou la recommandation produit. C'est ce que les internautes attendent face à la masse de messages commerciaux qu'ils lisent dans leur boîte aux lettres. Il faut se distinguer, bien sûr, par un expéditeur connu, mais aussi par un contenu qui est de plus en plus lié à ce qu'il attend, à son appétence. Et là, vous trouverez sur le salon de nombreux prestataires et de nombreuses solutions qui maintenant, je dirais par rapport aux autres années, nous paraissent beaucoup plus accessibles qu'avant. Autant il fallait avant avoir des budgets importants de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire de la recommandation produit, par exemple. Autant maintenant, ces solutions sont bien plus accessibles. Et c'est ce qu'attendent les internautes vis-à-vis des marques, vis-à-vis des sites e-commerce avec lesquels ils ont déjà travaillé. Et on le constate bien sûr au niveau des performances des campagnes d'email marketing. Je vais finir là-dessus. Sujet, donc on est dans le désabonnement, on est dans l'arrêt de la relation avec la marque. Et une question qu'on pose régulièrement, c'est sur l'usage du bouton de désinscription, du lien, du bouton de désabonnement, de l'appel au clic de désabonnement. Les autres années ont constaté un certain désintérêt et on avait des scores parfois en dessous de 30% des internautes qui recherchent le lien de désinscription pour se désabonner. Dans la question qu'on ne vous a pas montrée en entier, il y avait « je ne fais rien ». Je supprime ou je programme ma messagerie pour mettre directement l'expéditeur, l'adresse d'expédition, dans la corbeille. Ces tendances ont diminué fortement et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'internaute a confiance dans le lien de désinscription, parce qu'il faut avoir confiance pour cliquer dans ce lien. Ça veut dire qu'il connaît la marque ou qu'il est relativement expert, un peu plus mature qu'avant. Et deuxième chose, donc en augmentation de 17 points par rapport à l'année dernière. Et deuxième chose, les tendances de proscrire l'expéditeur ou de ne rien faire diminuent. Ça veut dire que quelque part, ces internautes qui ne faisaient rien, qui vont se transformer en inactifs dans votre base, vont peut-être, au fur et à mesure du temps, diminuer pour avoir des désabonnements qui vont être clairs et correctement identifiés. Dans la question, le comportement, le fait de déclarer l'email comme un spam était quelque chose qui était aussi en légère augmentation, pas de façon importante, mais qui reste dans les pratiques des internautes pour aussi se désabonner. La perception des marques, donc est-ce que les internautes, on leur demande est-ce que vous recevez des messages plus pertinents, des messages moins nombreux, mieux ciblés, etc. Chaque année, on est à peu près autour de la même moyenne. Cette année, on est en légère diminution sur la perception. Hein. C'est la perception, on leur demande des internautes par rapport à le fait que les messages soient fréquents. Donc pour eux, 50% des messages par rapport à l'année dernière sont moins nombreux.
Et puis, plus pertinent, une légère augmentation de 3 points. C'est vraiment sur ce travail de perception, donc de fréquence, de pression commerciale, qu'il y a un travail à faire. Et souvent, la pression commerciale est liée à la pertinence et aussi à tout ce qui est mis en place autour des triggers marketing, c'est-à-dire des campagnes déclenchées qui vont amener au bon moment la bonne information. La bonne information, ça va être du côté de la personnalisation. C'est ce chemin qu'on a, qu'il faut suivre et sur lequel nous, au sein du SNCD, on essaye de mesurer la progression chaque année. Slide sur une question importante qu'on pose aux internautes, c'est quel est le canal préféré que vous souhaitez avoir pour recevoir des communications de la marque. Donc là, on s'adresse à l'ensemble du panel, enfin à l'ensemble des répondants, pas uniquement les acheteurs, avec en tête 46% le canal email et à 32% le site web de la marque, qui reste essentiel. Présence du courrier papier, il ne faut pas le négliger dans l'ensemble des communications que vous pouvez avoir avec vos internautes, même si le courrier papier coûte un petit peu plus cher, il reste un canal qui est peut-être plus lu, qui est, parce que je pense que la pression commerciale est moins forte que sur la boîte aux lettres, email dans votre boîte aux lettres physique. Il est intéressant de l'utiliser. Et puis, très légère progression des réseaux sociaux et des applis mobiles qui ne représentent que à E2, 5 et 2, 7%. On était un peu surpris, on pensait qu'on allait avoir une forte progression de ces nouveaux médias pour être informé, recevoir des communications de la marque. Ce n'est pas forcément le cas. On est encore avec une très grosse domination de l'email et du site web de la marque. SMS et téléphone étant fermant le chemin de ce panorama des médias de communication. Canal de prédilection, donc on a travaillé à essayer de ressortir des profils émergents qui ressortent par rapport au type de canal utilisé. Donc les hommes préfèrent les sites officiels, les applications mobiles, peut-être plus un profil technologique. Et du côté des femmes, plus l'échange, la communication avec les réseaux sociaux, qui sont vraiment faits pour ça, et une légère appétence plus forte sur la communication par email. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose sur les résultats de cette étude qui nous permet de suivre justement l'évolution du comportement des internautes au fil des années. Donc, ce qui ressort très nettement cette année, c'est que vraiment l'enjeu va être de choisir le bon canal de communication, sachant qu'on avait le choix entre postalier, téléphone il y a quelques années, postal, téléphone, email. Maintenant, il va falloir se poser la question, quel email? Puisque les gens en ont plusieurs, ils utilisent les différentes adresses qu'ils ont à des fins différentes. Donc, vraiment, la question va être quel email je choisis et quel canal je choisis au global, mais le nombre de canaux pour communiquer avec vos internautes et vos clients augmente régulièrement, même s'ils savent de mieux en mieux s'en servir et gérer correctement les communications qu'ils reçoivent. Ensuite, un autre point qui n'est pas une surprise, mais qui reste très fort, puisque c'est une attente des internautes, c'est une attente en termes de créer la relation, mais c'est aussi un frein pour immédiatement la couper. Cette relation, c'est être en adéquation avec leurs attentes. Donc, comme le disait Bruno, proposer les bons produits, pousser des recommandations, bien sûr, mais aussi simplement suivre le parcours d'achat du client parce qu'il a reçu un email commercial, il n'a pas cliqué, pourtant il est allé acheter en magasin et on lui fait un abandon de panier alors qu'en fait il a transformé en magasin. Là, on envoie un message qui n'est pas adapté aux attentes, puisque au lieu de le remercier, on lui dit bah alors, tu n'as pas transformé sur le panier plus que 3 jours. Je ne comprends pas, j'ai déjà acheté le produit. Voilà. Donc l'internaute s'attend à pouvoir communiquer avec la marque par tous les moyens, parce que c'est ce qu'il fait avec sa communauté, qu'il joint un peu partout, par n'importe quel moyen. Et il s'attend, pour compléter ce que tu dis, Nathalie, à avoir une cohérence entre le site en ligne, les magasins physiques, donc une expérience, non seulement une expérience client homogène, mais aussi la prise en compte, quel que soit le canal d'achat, de son comportement et de l'achat. Donc ça, c'est un des défis importants, sachant qu'en plus qu'on est dans des contextes où les appareils de consultation d'email sont maintenant de plus en plus diversifiés. Voilà, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno, donc suivre le parcours d'achat, vraiment, c'est important. Une fois qu'on a trouvé l'internaute et qu'on sait lui adresser des messages pertinents en adéquation avec ses attentes, il faut suivre son parcours précisément, sachant que son parcours est de plus en plus diversifié.
et qu'il est un peu partout, l'internaute. Il faut vraiment savoir le retrouver. Il n'a pas toujours une carte de fidélité, pourtant il achète dans vos magasins. Il n'est pas toujours abonné à la newsletter, pourtant il consulte le site régulièrement, ou il a un flux RSS. Enfin, il est partout, en permanence, et il en parle à sa communauté. Donc si vous lui envoyez un message pertinent, il le dit. Mais bien évidemment, vous savez aussi que si vous envoyez un message non pertinent, il va également le partager. Et une tendance aussi émergente intéressante pour vous, c'est l'augmentation du partage. C'est vrai qu'Internet favorise le partage. On n'est plus des individus, on fait partie d'une communauté, tous, ou de plusieurs communautés, et on partage de l'information continuellement, puisqu'on est connecté en plus, je ne vous la refais pas, mais toute la journée. Donc voilà, si vous communiquez des messages intéressants, les internautes seront le relais de cette information. Donc vous pouvez vous appuyer sur la viralité finalement, y compris par le canal email. Il n'y a pas que Facebook qui peut être utilisé pour diffuser les informations quand elles sont intéressantes. Les internautes le font spontanément dès lors qu'ils le jugent intéressant et nécessaire. Voilà, nous avons... Voilà, donc cette étude, on va avoir un communiqué de presse qui va partir. Vous pourrez en télécharger des extraits sur le site du SNCD, sncd.org. Ce sont des extraits de ce qu'on vous a présenté, sachant que l'étude complète, qui donne ces chiffres, mais d'autres chiffres plus détaillés, est réservée aux membres. Donc, vous pourrez quand même en consulter, télécharger des extraits sur le site sncd.org. Merci de votre attention. On a encore quelques minutes, si on le souhaite, pour répondre à vos questions autour de l'utilisation du canal email, de l'achat et des différents chiffres qu'on vous a présentés. Voilà, merci à vous, Bruno et Nathalie. Le micro, je le tiens dans la main. Si vous avez des questions, peut-être des éclairages à demander sur les slides qu'on a vus. C'était d'une clarté évangélique, apparemment. Oui, bonjour. Bonjour, je rebondis sur les derniers points que vous avez abordés. Il y a deux choses que je trouve très intéressantes. Il y a cette notion de partage que vous mettez à la fin, et il y a également cette notion d'information contradictoire qu'on peut envoyer. C'est-à-dire que le client, enfin l'internaute a été acheté, que ce soit dans un point de vente ou ailleurs, et il continue pourtant à être abreuvé de messages publicitaires. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers un partage des informations des bases clients entre les marques ? De manière à éviter, puisqu'il y a très souvent des comparatifs de produits. J'hésite pour acheter un appareil photo, par exemple, je vais sur 5 sites différents, je suis abreuvé de messages publicitaires des 5 sites, pourtant je vais en acheter qu'un seul. Les 4 autres vont continuer à me relancer alors que j'aurais déjà fait mon achat, et forcément c'est quelque chose qui va plutôt m'irriter en tant que consommateur. Alors, j'ai envie de dire, peut-être que dans un avenir proche, les marques échangeront leurs informations, mais ce n'est pas certain que ça arrive très très vite. En revanche, déjà, pour une marque, tout simplement, c'est encore aujourd'hui un enjeu de dire j'ai une base d'abonnés newsletter, 5e étage, j'ai une base de clients cartés, 3e étage, j'ai une base logistique de livraison, le dépôt d'Alsace, et déjà tout ça, ça ne communique pas. Donc déjà, quand on a ses propres clients qui sont allés sur le site et qui sont allés acheter en magasin, le service web va continuer de pousser des messages, allez-y, achetez notre produit, on a une super promo, on vous le fait à moins 40%, sachant que le client est allé l'acheter en magasin à moins 20%, donc il a toutes les raisons d'être un peu grognon parce qu'il a acheté la même chose pour la même marque. Voilà, donc déjà, rien qu'au sein des marques, le travail est encore à faire pour certains annonceurs. Bien sûr, il y en a qui ont franchi le cap, mais c'est un métier difficile puisque chez Bisnode, on a une cliente qu'on aime bien qui s'appelle Émilie Durand. Mais Émilie Durand, c'est très difficile de la suivre parce que c'est emilie.durand@yahoo.fr quand elle veut se faire livrer son colis parce que c'est son adresse principale, elle est propre, c'est la même qu'elle a depuis 5 ans, elle ne veut surtout pas rater son colis. En revanche, emi.d@gmail.com, c'est pour les newsletters, mais c'est difficile de savoir que c'est la même. C'est possible, mais c'est difficile. Et déjà, voilà. Donc déjà, rien qu'au sein des marques, le travail, le chemin est encore à parcourir. C'est le sens de l'histoire, c'est ce qu'on voit de plus en plus, et c'est pour ça qu'on est sollicité de plus en plus pour faire ce type de rapprochement, parce que ça demande une réelle expertise, mais c'est vrai que c'est vraiment vers ça qu'on tend. Ensuite, peut-être qu'un jour, des marques partageront leurs données clients. Ça, je suis moins optimiste. Il y a déjà, juste pour répondre, il y a déjà, d'abord, pour partager d'un point de vue nominatif des données clients en France, il faut le consentement du client. Il existe néanmoins des bases mutualisées qui existent, orientées acheteurs. Il y en a certaines qui sont présentes sur le salon
et qui permettent par similarité de profil d'aller identifier des personnes qui sont susceptibles d'acheter dans votre magasin parce qu'ils ont des comportements similaires d'achat, pas de comportemental web, d'achat dans d'autres magasins. Et ces services permettent, bien sûr, sous forme de prestations payantes, d'aller cibler et d'aller envoyer un message publicitaire à ces autres, à ces profils similaires ou jumeaux. Donc ça existe déjà sur le marché, c'est relativement bien organisé, relativement bien légiféré vis-à-vis du respect de la vie privée. On a déjà des prestations qui existent. Là, vous êtes dans un cadre de prospection pure, puisque ce sont des gens en général que vous ne connaissez pas encore. Oui, la question que pose monsieur, c'est la question des outils. Beaucoup de slides statistiques, et puis à la fin, une sur les conclusions. Et puis après ces conclusions, on a envie de vous demander, d'accord, alors je fais comment maintenant? Que propose le SNCD à ses adhérents? Est-ce que vous pouvez nous présenter plus largement le SNCD qui, j'imagine, apporte des réponses? Alors, au SNCD, vous allez trouver tout un tas d'adhérents qui sont sur des différentes prestations de marketing direct et qui vont pouvoir accompagner les annonceurs sur à peu près toutes les problématiques qui peuvent se poser. Voilà. Après, vous avez quelque chose qu'on aime bien aussi chez Bisnode, c'est de montrer tout ce parcours du marketing direct, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir une relation commerciale fiable, pérenne et de qualité avec vos clients si vous ne commencez pas par les connaître et savoir qui ils sont, à qui et sur quel point de contact vous allez pouvoir les solliciter. Donc on va dire, c'est la matière première, c'est la pierre de fondation, c'est vraiment... je ne peux pas commencer une relation de qualité si je n'ai pas des contacts de qualité. Et se déroule ensuite toute la chaîne, à savoir, une fois que j'ai ces contacts de qualité, je vais essayer d'améliorer cette connaissance, l'enrichir et ensuite animer cette relation. Mais voilà. Et donc le SNCD est présent sur toute cette chaîne de prestations qui vont de comment avoir une base de qualité jusqu'à animer correctement mes internautes par de l'emailing, par du courrier postal, par du SMS, par tout type de prestations. Tout à fait. Donc au sein du SNCD, on retrouve tous ces prestataires. Si vous voulez, pour un e-commerçant ou un commerçant, un e-commerçant, puisque dans les salons e-commerce, la première démarche, c'est d'avoir une base de clients prospects la plus centralisée possible, avec une notion de qualité de la donnée. Est-ce que mon adresse postale est bonne? Est-ce que mon adresse email est bonne? Et puis ensuite, deuxième démarche, pour donner l'intelligence, on est obligé de segmenter. C'est-à-dire d'identifier des populations homogènes de comportement, soit par l'achat, soit par appétence, produits, etc., pour ensuite communiquer différemment en emailing ou sur d'autres canaux de marketing direct vis-à-vis de ces segments, en fabriquant des cibles opérationnelles. Et donc là intervient des membres du SNCD qui peuvent faire ce travail, bien sûr. Et puis ensuite, il y a l'exécution de la campagne sur lesquelles on va vouloir personnaliser, faire de la recommandation produit. Ça, on a des prestataires aussi qui savent faire ça, que vous retrouvez sur le salon. Déclencher les campagnes au bon moment. Donc on va retrouver toute la population des routeurs d'email marketing ou des gestionnaires des outils de gestion de campagne d'email marketing présents sur le salon. Et puis ensuite, on va avoir la partie statistique, analyse du résultat, analyse du comportement, sur lesquels on va retrouver les personnes, les acteurs, les prestataires qui hébergent des bases de données et qui font la partie CRM mining dont fait partie Bisnode, et qui vont faire donc la boucle de retour en alimentant la base de données, permettant un meilleur ciblage, une meilleure personnalisation. C'est ce cercle vertueux qu'il faut mettre en place, et je pense qu'actuellement, quand on est un e-commerçant, un des premiers enjeux, c'est d'avoir une segmentation de ses clients. Soit par rapport à ce qu'on appelle l'achat, récence, fréquence, montant, soit par rapport à des appétences thématiques ou même produits, pour ensuite mieux exécuter. Déjà ça, c'est un gros travail, parce que la segmentation nécessite, tu l'as dit Nathalie, une bonne qualité de données. Donc pour de nombreux e-commerçants qui peut-être les années précédentes étaient en phase de forte croissance, c'est un des principaux soucis, enjeux qu'il faut avoir. Je ne m'adresse pas de la même façon à mon client qui achète 3 fois par mois sur mon site et à celui qui achète 1 fois par an sur mon site. Et celui qui achète 3 fois par mois, comment je maintiens sa fidélité, comment je vais avoir des bons messages. Souvent, ce qu'on dit à nos annonceurs, justement, quand ils sont dans cette démarche de segmenter leur base, c'est que c'est beaucoup de travail pour le prestataire, mais c'est encore plus de travail derrière pour l'annonceur, puisqu'il va se retrouver avec des segments à animer. Et, alors, bien sûr, avec des possibilités de faire un meilleur business avec ses clients, mais c'est vrai que c'est souvent le message, c'est beaucoup de travail au début et c'est beaucoup de travail après. Mais
avec les retours qui vont bien derrière, puisque effectivement, il faut segmenter ses bases, il faut cibler au plus fin et au plus précis, puisqu'on a les moyens technologiques de le faire maintenant. On a des outils qui permettent de réagir immédiatement à un changement de segment, qui permettent de réagir immédiatement à un achat, à une transformation, à condition qu'on ait suivi bien le parcours, mais avec des caisses connectées, etc. On est capable de le faire maintenant. La technologie n'est plus vraiment un sujet. Donc maintenant, c'est vraiment de se fixer le bon objectif et de se dire où est-ce que je veux emmener mes clients. Et ensuite, on peut dérouler parce que la technologie est là maintenant. Parfois un peu coûteuse, mais elle est là. Une autre question peut-être. Donc on arrive à la fin. Moi je voulais juste vous poser la question. À la fin vous avez dit une question qui m'a fait froid dans le dos, une phrase qui m'a fait froid dans le dos. Vous avez dit on n'est plus des individus, on appartient à une communauté d'abord. Donc non, c'était une façon de synthétiser que votre élément de conclusion. Est-ce que du coup les e-commerçants, vous parliez après de segments, doivent s'intéresser plus à la communauté Facebook, Twitter, plus qu'à la catégorie socio-professionnelle, à l'ultra-individualisation de la cible? Alors j'ai envie de dire, la communauté qu'on a sur Facebook doit être quand même assez souvent, assez proche de la communauté in real life. À savoir, on va souvent avoir des rapprochements socio-démos, géographiques, d'âge ou de centres d'intérêt. La différence qu'a pu amener Facebook, c'est que maintenant, on peut faire partie de plein de communautés différentes. On est fan, on a un hobby, on a une communauté. On a un métier, on a une autre communauté. Mais souvent, ça se rejoint puisqu'on est finalement tous sur le même réseau. Ensuite, ces différentes communautés, elles bougent avec le temps. Donc, pour les annonceurs, c'est très difficile de le savoir. Après, la communauté autour d'une marque, elle est plus difficile à identifier. Donc, on va pouvoir imaginer des centres d'intérêt. Donc, si je reprends l'exemple de monsieur et des appareils photo, les gens qui sont fans de photos, on peut se dire, tiens, ceux-là vont être réceptifs à mes messages. Et donc là, encore une fois, la technologie permet d'aller cibler les gens qui ont partagé un intérêt sur la photographie. Là, on va pouvoir communiquer avec eux et se dire, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont appétents. Immédiatement, je réagis, je mouline, je prends un algorithme un peu compliqué qui va me permettre d'identifier les gens dans la communauté plus vaste qui leur ressemblent. Et après, la difficulté aussi, c'est de savoir s'arrêter, puisque Facebook, c'est 1 milliard de personnes, donc on peut se retrouver à vendre des appareils photo en Mauritanie sans l'avoir prévu. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, je cible d'abord, j'identifie les gens qui sont appétents à mon produit, et ensuite, des gens qui leur ressemblent, oui, pourquoi pas, des gens avec qui ils partagent des choses, oui, pourquoi pas. Et ça diffuse comme ça. Pour répondre à votre question, ça dépend des sites e-commerçants. On va avoir des sites e-commerçants sur lesquels l'enjeu d'une page fan va être très important parce que la population est très appétente à Facebook, et pour d'autres, ça va être très secondaire. On a du mal, enfin c'est pas facilement réalisable de faire le lien entre sa base de données client et sa base fan. Sur la base de données clients, on peut faire des actions marketing direct. Sur la base fan, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on est encore dans cette dichotomie entre les deux canaux. On a pas mal d'expériences qui essayent de les rassembler. Facebook pouvant apporter beaucoup de connaissances comportementales, des gens qui ont liké sur des produits, éventuellement des concurrents, etc. C'est des informations qu'on peut récupérer, mais on est dans le champ expérimental, et Facebook est plus dans l'aspect communautaire, communication, animation d'une communauté. Global, sans pouvoir forcément finement personnaliser les messages et adresser les messages à des segments de population. À ce sujet, au sein du SNCD, on a réalisé la 3e étude sur le comportement non plus des internautes par rapport à l'email, mais par rapport aux réseaux sociaux, qui est présentée demain après-midi, à peu près sous la même forme, qui est, je pense, l'étude la plus importante qu'on mène sur les réseaux sociaux, puisque énormément de marques y participent. On a envoyé plus d'1 million d'emails, on a eu plus de 5 ou 6 000 réponses, avec des résultats chaque année qui sont suivis et de plus en plus intéressants. Et là, vous aurez une très bonne photo de qui sont les socionautes, comment ils se comportent par rapport à l'achat, et ça viendra compléter notre étude qui est sur l'email marketing. Les socionautes. Les socionautes. Les utilisateurs de réseaux sociaux. Absolument. Moi, je débarque. Merci beaucoup, Nathalie et Bruno. Merci à vous. On vous retrouve sur le salon, j'imagine. Donc voilà, pour ceux qui auraient des questions complémentaires à vous poser. On se retrouve dans 10 petites minutes pour une keynote sur le e-commerce en Russie. Merci beaucoup. Merci, bon salon.